www.libradio.org. La station debout. Haut-Karabakh ou République d'Artsakh, un pays autoproclamé après la dislocation de l'URSS en 1991, d'une superficie, c'est quelques jalons qu'on livre là, d'une superficie d'11 430 km² pour 150 000 habitants. Alors pour se donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la Suisse romande plus tout le Valais, donc Haut et Bas Valais. La Suisse romande compte, elle, 2 50 000 habitants environ, donc un pays montagneux plutôt, de type montagneux, et plutôt, disons, vide. Enfin, avec des grandes surfaces pas habitées. La capitale s'appelle Stepanakert. Il faut savoir, et c'est ça le souci, c'est qu'elle est enclavée en Azerbaïdjan, qui n'a de cesse de réclamer le retour forcé dans la nation azérie. C'est en 1991 que l'Assemblée nationale du Haut-Karabakh proclame l'indépendance du pays, le 2 septembre. Alors, l'Azerbaïdjan réplique en annulant son statut d'autonomie le 26 novembre suivant. Cette proclamation d'indépendance est réaffirmée par référendum, donc il y a un vote le 10 décembre avec une écrasante majorité de oui. Et là, pour établir leur contrôle sur le Haut-Karabakh, les autorités azerbaïdjanaises envoient des troupes. Entre 1990 et 1992, une catastrophe humanitaire a cours suite au blocus imposé par l'Azerbaïdjan. Les habitants du Haut-Karabakh s'organisent pour s'alimenter et se défendre avec l'aide de l'Arménie, repoussant les Azerbaïdjanais. Donc, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est une zone, le Haut-Karabakh, un pays à majorité arménienne. C'était tout cela il y a 30 ans maintenant. Alors, et maintenant, le 27 septembre 2020, tout récent, le Haut-Karabakh est visé par des bombardements sur la ville, la capitale de Stepanakert, par les forces armées azerbaïdjanaises. Le président de la République azerbaïdjanaise, Ilham Aliyev, signe le 27 septembre un décret sur la déclaration de l'état de guerre, tandis que les autorités de l'Artsakh déclarent la loi martiale et la mobilisation générale. Le gouvernement arménien annonce la mobilisation générale ainsi que la mise en place de la loi martiale dans la foulée des dirigeants du Haut-Karabakh. Le Premier ministre, Nikol Pachinian, qu'on entend actuellement beaucoup, déclare que les deux pays sont proches d'une, je cite, guerre d'envergure, fin de citation. Le président turc, Erdogan, assure l'Azerbaïdjan du soutien turc avec tous nos moyens. Ça, c'est une citation également. L'Arménie accuse début octobre la Turquie d'envoyer, ça c'est un point central, la Turquie d'envoyer des mercenaires syriens dans la zone disputée. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 850 combattants pro-Ankara y auraient été envoyés. Le 1er octobre, l'Arménie rappelle son ambassadeur en Israël pour protester contre les ventes d'armes israéliennes à son rival azerbaïdjanais. Actuellement, des bombardements ont cours, notamment sur la ville de Stepanakert, la capitale, malgré un cessez-le-feu purement et simplement ignoré. Voilà un petit peu la contextualisation et la problématique qui s'installe là. Anaïs, bonjour à toi. Voudrais-tu te présenter? Bonjour. Salut, bienvenue. Alors, voudrais-tu nous dire quelques mots de quelle manière est-ce que toi tu es touché par ce qui se passe actuellement au Karabakh et si tu voulais compléter ou démentir ou confirmer la contextualisation que je viens de faire. Alors, donc je m'appelle Anaïs, je suis d'origine arménienne, mais de la diaspora, donc pas tant liée en fait à l'Arménie par ma famille. Et je suis observatrice parce que j'ai quand même de la belle famille en fait qui est présent à Yerevan, ce qui m'a poussée à suivre le conflit. Et puis, comme j'ai quand même étudié le développement, les relations internationales et que j'ai travaillé pour le CICR, j'ai une certaine lecture, on va dire, des conflits et aussi des anciens collègues qui m'envoient un peu des informations. Mais j'essaie d'avoir un regard, on va dire, assez neutre quand même, enfin objectif, quoi, sur la question. Concernant la contextualisation qu'on vient de faire, est-ce que tu aimerais compléter, démentir des choses ou est-ce que, en gros, tu confirmes? Alors, apparemment que tu l'aies dit et que j'ai pas fait attention, mais il y a quand même eu des premières attaques en juillet, en fait, 2020, apparemment du côté arménien et la réplique azérie était attendue. Pas de cette ampleur. Pas avec les Turcs sûrement, mais elle était quand même attendue. Donc on est quand même dans un rapport de force. Enfin, c'est deux puissances belligérantes. Même si souvent, Pachinian il fait beaucoup de communication.
Donc voilà, on est quand même avec deux puissances belligérantes. Mais là, je pense que la vraie différence, c'est que les Azéris sont soutenus par la Turquie et que ça a une ampleur beaucoup plus grande, quoi. Absolument. Alors, de notre côté, il y a donc Pierre et Caro qui interviennent à tout moment pour te questionner s'ils le souhaitent. Donc, vous nous ferez signe par le petit chat au moment où vous avez des questions. Tu l'as dit, parmi les problématiques complexes qui ont cours, il y a ces questions d'alliance. On peut dire effectivement que, pour résumer la situation, que la Turquie et les déclarations de Erdogan ne font aucun doute, soutient l'Azerbaïdjan, et que de l'autre côté, a priori, l'Arménie, bien entendu, soutient le Karabakh, et a priori, la Russie pourrait peut-être intervenir également. En tout cas, il y a un accord de défense commune qui pourrait, à un moment donné, être activé. Oui, exactement. Enfin, selon ce traité, si l'Arménie est touchée, la Russie doit intervenir. Ça veut dire que, selon toi, un embrasement serait possible? Ouais, mais moi, je vois pas la Russie vraiment intervenir. Je pense qu'ils vont en tout cas repousser au maximum, quoi. Tu penses que la Russie, d'une certaine manière, ne souhaite pas intervenir? Quel est à toi ton regard, celui d'une personne de la diaspora et qui a de la famille sur place? Est-ce que selon toi, et on reviendra après également sur la présence de milices syriennes, parce que ça peut être également problématique. Mais voilà, selon toi, est-ce qu'on est à un moment charnière qui va nous conduire plutôt vers un embrasement ou plutôt vers un apaisement? Bon, avant d'essayer de répondre à cette question, je voulais quand même dire que ces questions d'alliance, elles sont quand même assez. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs conflits qui se jouaient dans ce conflit-là. La Turquie, elle est face à la Russie sur d'autres conflits. Et c'est lié à ça, que ça soit il y a le conflit en Syrie, où c'est en train de stagner, la Turquie, elle n'arrive pas à avoir le dessus. Il y a la Libye aussi, où la Turquie, elle est opposée, en fait. Enfin, ils soutiennent, les Turcs et les Russes soutiennent deux armées et milices différentes. Je crois que ça n'avance pas non plus beaucoup. Donc, on a deux fronts un peu fermés. Récemment, il y a la Turquie aussi qui est intervenue à Chypre parce que en fait elle revendique une partie des eaux chypriotes où il y a des énormes réserves de gaz. Mais là, elle a dû reculer quand même. Là, l'Europe et l'OTAN ont intervenu. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs rivalités. Et puis, certains analystes pensent que c'était aussi pour un peu, on va dire, chauffer la Russie que la Turquie elle a voulu intervenir avec l'Azerbaïdjan. Enfin, c'est pas vraiment la Turquie directement, c'est du soutien, quoi. Et aussi, moi j'ai aussi lu une analyse assez intéressante qui pensait que c'était aussi pas mal lié à Chypre et qu'ils sont en train de montrer aux Européens qu'ils peuvent aussi attaquer sur un autre front, qui peut aussi être négatif pour les Européens parce que il y a quand même une grande partie du gaz européen qui transite en fait par la capitale de l'Azerbaïdjan et que ça pourrait être une manière en fait d'avancer un pion et de dire si vous voulez que je calme le jeu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donnez-moi un peu plus sur Chypre ou comme ça. Il y en a même qui parlent d'annexion en fait de la République Chypre du Nord en fait. Ouais. Donc voilà, c'est ce conflit dans cette région du Caucase qui était éteint depuis 30 ans, mais là il se rallume en fait avec plein d'autres conflits. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est des pions en fait qui sont en train de jouer. Selon toi, qu'est-ce qui mène plus ces actions-là? Est-ce que tu l'as dit, parce que l'Azerbaïdjan également, c'est un endroit qui regorge de gaz, de pétrole. Est-ce que c'est vraiment des matières premières, des ressources? Est-ce que c'est également cette volonté turque d'expansionnisme turc dont on parle notamment en voyant les actions de Erdogan? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Selon toi, qu'est-ce qui conduit cette volonté qui a cours lors de ce conflit? Alors moi j'ai l'impression que c'est plutôt ils avancent des pions la Turquie pour jouer sur d'autres fronts. Après, c'est vrai que l'Azerbaïdjan et la Turquie, ils sont liés culturellement, ils parlent pratiquement la même langue et que apparemment certains aimeraient en fait que la Turquie et l'Azerbaïdjan soient reliés
et donc en fait prendre les terres arméniennes qui les empêchent d'être liées. Donc il y aurait un fond expansionniste. Mais moi ça j'ai l'impression que c'est plutôt de la propagande et que voilà, je pense qu'il faut plutôt le voir sur un conflit global et que là c'est un pion qu'on avance. Mais après voilà, faut savoir, enfin c'est aussi, ça serait aussi des actions populistes de la part et d'Erdogan et du président azerbaïdjanais, parce que leur population n'aime pas les Arméniens et que du coup faire la guerre contre des Arméniens, ben c'est voilà, c'est bien pour avoir la cote, quoi. Ouais. Si on va essayer de voir les racines profondes de ce conflit-là, est-ce que selon toi, le génocide de 1915, est-ce qu'il est quelque part présent entre les lignes, quelque part présent en filigrane? Ah oui, il est très présent. Je pense que pour les Arméniens, il est très présent. Et il y a eu aussi d'autres, en fait, massacres d'Arméniens après le génocide, et notamment en Azerbaïdjan, en fait. Donc je pense que du côté arménien, il y a une peur, il y a une très grande peur, et puis que en fait, ouais, j'ai l'impression qu'ils revivent en fait un peu les massacres de 1915. Ça, c'est aussi des échos que j'ai eus en fait de quelqu'un qui est maintenant à Yerevan, en fait. Ouais. Donc et c'est pour ça aussi qu'il y a la diaspora qui vraiment fait bloc et s'anime à fond autour de ce conflit. Malgré que moi je pense qu'ils le comprennent pas en fait politiquement et au regard aussi du droit international. Mais on est vraiment dans l'émotionnel. Et là c'est les Turcs qui nous attaquent et voilà, et on veut pas revivre la même chose qu'il y a un peu plus d'un siècle, quoi. Ouais. Il y a une puissance régionale qu'on entend peu, en tout cas il me semble actuellement, c'est l'Iran. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce qu'il y a une forme de volonté de retrait selon toi, on regarde ce qui se passe avant de prendre, parce que l'Iran est historiquement plutôt pro-Arménie, n'est-il pas? Ouais, l'Iran soutient l'Arménie, mais en même temps, apparemment, enfin, ils ont quand même aussi une population azérie en Iran, et ils auraient peur que cette population réclame aussi en fait de l'autodétermination. Ils ont peur en fait de conflits ethniques chez eux. Du coup, apparemment, c'est pour ça qu'ils resteraient un peu en retrait, mais c'est quand même, aux frontières, c'est les seuls pour l'instant ouverts à l'Arménie. Peut-être il y a des armes qui passent, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même le premier soutien, parce qu'apparemment, la Géorgie a interdit en fait que les Arméniens survolent leur ciel, ou en tout cas pour ramener du matériel militaire. Donc il reste que l'Iran là, en fait. Ouais. Vers l'Arménie. Alors voilà, justement, toi, pour les informations que tu as, quelle est la situation actuelle? Comment est-ce que tu la lis en termes de réfugiés? On a vu, il y a des bombardements sur des populations civiles. Est-ce que la capitale se vide de sa population? Est-ce que il y a des mouvements de combattants que l'on observe, et également des transits d'armes qui ont cours? Comment est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que tu as des informations? Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même la moitié de la population du Haut-Karabakh qui est déplacée en Arménie en ce moment. D'accord. La moitié de la population. C'est énorme. Ouais, qui est arrivé, c'est 75 000 à peu près. Qui sont arrivés à Yerevan, qui sont logés, il y en a qui sont logés dans des hôtels ou bien chez des gens. Et puis, c'est ce qui fait aussi que la population à Yerevan vit assez intensément ce conflit, parce qu'ils ont tous les déplacés qui sont là, qu'il faut aider, qu'il faut aussi envoyer des vivres dans le Haut-Karabakh. Et en fait, tous les hommes en Arménie ont été mobilisés, ouais. Même ceux qui n'ont pas fait l'armée, en fait. Donc, ceux qui n'ont pas fait le service, quoi. Ouais. Donc là, on peut dire qu'il y a beaucoup de déplacés, et puis il reste à Stepanakert, je pense, essentiellement les hommes. Après, j'ai lu un article qui vraiment analysait le côté militaire, qui était assez intéressant, et qui lui disait, que en fait Stepanakert n'est pas prenable militairement, parce que c'est vraiment, en fait, le Haut-Karabakh, c'est une région montagneuse, quoi, ultra montagneuse, et les Arméniens ont des bonnes bases en fait sur les sommets, et ils contrôlent en fait la plupart des zones de transit. Et Stepanakert est entouré de montagnes, un peu comme une forteresse.
Donc, selon cette analyse, ce serait vraiment très difficile de la prendre. Et c'est pour ça qu'en fait, ils bombardent à la grosse artillerie, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas la prendre, mais en même temps, ils veulent faire un coup de force, démoraliser les troupes. Ouais. Ça, puis, c'était une analyse vraiment guerrière, quoi. Ouais, puis il y a toujours cette volonté peut-être de faire vivre les gens dans la terreur. Voilà, c'est ça. C'est terroriser les gens, mais pas forcément prendre, en fait. Parce que selon cette analyse, ils ont pas la force, en fait, de prendre. Et sinon, qu'est-ce que tu me disais par rapport aux armes? Alors ça, moi, j'ai pas les détails, mais effectivement, c'est l'Arménie qui fournit les armes au Karabakh, qui fournit des hommes, qui fournit aussi la stratégie, en fait. Ouais. Alors, selon toi, là, ça fait quand même un moment que ça a commencé. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Cette population civile, eh bien, comme tu l'as dit, la moitié de la population civile déjà qui a été évacuée, c'est énorme. Si j'ai bien compris, il n'y a pas encore de camp, mais ces réfugiés sont absorbés par la solidarité de la population de Yerevan et en Arménie en général. Alors moi, c'est ce que j'ai compris. Ce que j'ai aussi compris d'une de mes collègues du CICR, c'est qu'ils peuvent pas, en fait, ils sont pas nommés déplacés au sens un peu humanitaire, on dit les IDPs, et pour lesquels on pourrait en fait lever de l'aide internationale, parce qu'en fait l'Arménie les considère comme des Arméniens. Ouais, d'accord. Donc voilà, ils n'ont pas un statut de déplacés, de réfugiés, et pour l'instant ils sont surtout aidés par la population. Apparemment, il y a quelques semaines, les magasins étaient vides en fait à Yerevan, parce que tout le monde allait acheter pour envoyer en fait aux déplacés ou aux personnes qui sont au Karabakh. Ouais. Alors justement, dis-moi, est-ce que la diaspora se solidarise? Mais je crois que tu viens d'y répondre. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que le CICR déclenche quelque chose, ou est-ce que tu sais, toi, s'il y a des canaux de solidarité internationale qui ont cours et auxquels on pourrait s'intéresser, auxquels on pourrait adhérer? Oui, il y a pas mal d'associations arméniennes en fait qui veut acheter du matériel pour les personnes sur place. Il y a un comité arménien de Genève, je crois. Et sinon, voilà, il y a le CICR. Eux, ils sont présents en fait depuis très longtemps. Voilà, vu que c'est un territoire de conflit, un territoire occupé, hein, c'est considéré comme un territoire occupé en fait, oui. Le Haut-Karabakh, occupé par l'Arménie. Officiellement, c'est ça les termes. De quelles autres instances on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une action en faveur de la paix? Est-ce que voilà, la communauté européenne, est-ce que via l'OTAN peut-être il pourrait se passer quelque chose? Est-ce que éventuellement le groupe de Minsk, hein, qui est le groupe de l'OCDE qui s'occupe en particulier de cette zone géostratégique, voilà, selon toi, est-ce que d'autres instances internationales pourraient avoir pignon sur rue et puis pourraient être influées en vue d'une sortie de conflit et de tension, ou est-ce que selon toi on pourrait plutôt s'imaginer d'aller vers le pourrissement? Je sais pas, là il y a pas grand monde qui lève la voix. Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu du silence. C'est le silence. C'est aussi le bon timing avant l'élection américaine, parce que de toute façon les Américains vont pas intervenir. Oui. Je pense qu'ils vont vouloir régler ça entre Turcs et Russes. Mais ouais, je sais pas vraiment quoi. L'Union européenne, on l'entend pas vraiment. Non. C'est ça, c'est qu'on est devant des silences abyssaux, alors qu'une population civile, eh bien, est en cours de se faire massacrer, quoi. Voilà, puis c'est quand même un long conflit, mais je pense qu'il va continuer à pourrir, parce que pour le résoudre, il va falloir vraiment des longues négociations, parce qu'on est dans un territoire occupé. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs revendications qui sont légitimes des deux côtés. Un réclame l'autodétermination, l'autre l'intégrité du territoire. Selon le droit international, les deux ont raison. Donc, il va forcément falloir que chacun fasse des compromis. Donc, ça va être un long processus, qui était déjà en cours, mais apparemment qui avançait pas. Chacun s'accuse. Je pense que, là, ce qu'il faudrait, c'est un cessez-le-feu. C'est que quelqu'un arrive à imposer un cessez-le-feu et qu'il soit respecté. L'idéal, ça serait envoyer en fait des observateurs ou une puissance
Mais est-ce que l'OTAN va y aller? Je ne sais pas. Franchement, là, Ouais. j'ai pas de lecture, en fait. Ouais, non, mais de toute façon, c'est extrêmement compliqué. Pierre a une question. Voilà. C'est mieux. Ouais, c'est Ouais, moi, je connais pas la situation là-bas. Et en fait, j'ai juste une question sur tes collègues et toi. Comment on travaille dans une zone de guerre, en fait? Est-ce qu'on trouve, comment on trouve la motivation d'aller presque sous les bombes, aider les gens, et les populations qui sont au milieu d'une guerre? Ça n'a rien à voir avec le Karabakh, c'est une question plus générale. Mais... Ouais, bon, déjà, je veux juste préciser que je suis plus au CSR et que du coup, je parle pas enfin, de toute façon, j'aurais pas le droit, en fait, de parler de ce que j'ai fait ou des missions. Moi, j'ai fait des missions dans des zones où il n'y avait pas de guerre directe. Mais après, voilà, c'est un engagement, en fait, quand on décide de partir, de partir en mission, de faire ses métiers, on connaît les risques. Puis voilà, on est prêt à les accepter, mais on a un cadre aussi quand même très sécurisé. Ça veut dire tous les mouvements sont contrôlés. Il y a des bunkers dans chaque maison, dans chaque bureau. Donc là, je sais que quand ça bombardait, enfin je pense que quand ça bombardait, ils étaient dans les bunkers. Ils ont généralement des informations très fiables pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les puissances en fait belligérantes savent exactement en fait où sont les maisons, les bureaux, et n'ont pas le droit de les toucher. Ces dernières années, je crois qu'il y a eu plus d'attaques. Enfin, ça a été des enlèvements en fait d'humanitaires, mais finalement, je crois assez peu ou pas de victimes en fait pendant des conflits. Après, ça veut pas dire qu'ils sont en sécurité, mais il y a quand même tout un système qui est derrière. Moi, quand j'étais à Gaza, j'étais pas pendant une guerre, mais on avait des couvre-feux, on avait des rues dans lesquelles on pouvait passer, des rues dans lesquelles on pouvait pas passer. On avait rarement le droit de marcher. Et puis, on a toute une équipe locale en fait, qui sont nos chauffeurs et qui savent en fait comment réagir et où on peut être en danger, quoi. Et puis, enfin voilà, c'est très bien encadré. Et après, voilà, c'est aussi des personnalités, ces gens qui travaillent dans l'humanitaire et qui, voilà, d'un côté, ont aussi aiment ce côté adrénaline, quoi. Ouais. Autre chose? Pierre? Non, merci. Non. Ok. Caro, question? Ou pas pour le moment? Pas pour le moment. D'accord. Alors, on arrive doucement au terme de l'entretien, puisque à 6 heures, nous allons continuer avec une deuxième salve d'invités. J'aurais voulu, pour revenir au conflit, donc au Karabakh, j'aurais voulu savoir si, parmi les critères qui pourraient, je sais pas, qui pourraient déclencher une prise de parole ou ou qui pourraient faire que la communauté internationale se détermine, est-ce qu'il pourrait y avoir la jauge démocratique? Ce que je veux dire par là, c'est que on a d'un côté tout de même l'Azerbaïdjan qui est un régime pour le moins autoritaire. À moins que tu me démentes, Anaïs. Et puis on a l'Arménie, dont on sait que c'est clairement une démocratie avec des opposants qui peuvent s'exprimer, etc. Le Haut-Karabakh est quand même passé par un processus d'autodétermination avec un référendum. Les gens ont voté pour cette autodétermination. Est-ce que cette jauge-là pourrait faire partie des arguments, ou en tout cas pourrait, disons, déclencher quelque chose de l'ordre de écoutez, voilà, on va, je sais pas, peut-être interdire une zone de survol, ou en tout cas, on va être peut-être plus en faveur du petit pousset démocratique face, disons, aux géants, parce qu'effectivement, si on fait le rapport de force direct entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh ou même l'Arménie, on a d'un côté plus de 10 millions de gens avec une puissance pétrolière et gazière, et puis de l'autre côté 3 millions d'habitants avec un pays qui est tout de même tu me démentiras là aussi si jamais, mais qui est quand même pas dans la même mesure de force, j'ai l'impression. Voilà. Que dis-tu de cette question de jauge démocratique? Est-ce que selon toi c'est un argument valable ou est-ce que je délire? Je pense que ça l'est, mais malheureusement, ce qui préoccupe plus les Européens, c'est d'avoir leur gaz.
Donc, que ça soit une dictature ou pas, il y a un pipeline qui passe par Bakou et il faut pas qu'on le perde, quoi. Donc, malheureusement, je pense que pour voilà tous nos États occidentaux, ce qui prime en fait, c'est ça, et c'est pas forcément aider une petite république perdue au milieu du Caucase qui effectivement a eu une assez jolie révolution de velours en 2018 avec Pachinian. Ouais, je pense que c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça qu'on pense ici, quoi. Ouais. Mais par contre, dans cette analyse que j'ai lue, en fait, plutôt voilà sur les stratégies militaires, eux disaient que au niveau de la force militaire, l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient assez égales. Quand il n'y a pas l'appui des Turcs. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Mais Écoute, je pense que l'Arménie sera pas plus défendue parce qu'elle est plus démocratique. D'accord. Ouais. Ouais. Elle Voilà. n'est pas importante en fait pour l'Europe. Par contre, voilà, elle a quand même un lobby qui est assez important grâce à la diaspora, qui a fait que voilà, je pense que si la ville de Genève elle a fait passer cette résolution que je t'ai envoyée. Oui, tout à fait. Mais en gros, c'était une résolution que le Conseil d'État, ou non, le Grand Conseil a faite pour réaffirmer le droit à l'autodétermination d'un peuple. Ouais, je crois que c'était ça. Et c'était la ville, hein. C'était seulement la ville. La ville. Pas le D'accord. Ouais. Voilà, je pense que tout ça, c'est grâce en fait au lobbying arménien. Mais au final, l'Arménie, elle a aucune richesse pour l'Europe ni pour les Américains, quoi. Ouais. Très bien. Écoute, à moins que des questions ne surgissent, Caro ou Pierre, faites signe. Si ça n'est pas Pierre. Attends, je voulais encore dire. Oui. Donc, on n'a pas parlé dans les alliances, c'est qu'il y a aussi Israël qui est par là. Absolument. Parce que Israël est le premier fournisseur d'armes en fait à l'Azerbaïdjan et notamment des drones kamikazes qu'ils utilisent en ce moment. Et Israël est très lié à l'Azerbaïdjan. Elle importe la plupart de son pétrole aussi de ce pays. Et puis, ça lui permet d'être tout près de l'Iran, enfin d'avoir en fait un allié qui est en frontière avec l'Iran. Ouais. Donc il y a aussi quand même cette dimension qui est là. Et d'ailleurs, l'Arménie a renvoyé l'ambassadeur israélien de Yerevan. Tout à fait, oui. Le 1er octobre, l'Arménie rappelle son ambassadeur en Israël pour protester contre les ventes d'armes israéliennes à l'Azerbaïdjan. Effectivement, c'est bien de le rappeler. On va suivre cette affaire et puis je pense que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très compliqué avec des implications beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Malheureusement, on est de nouveau face à un conflit où on voit bien que les intérêts principaux, ça reste des ressources et des gros sous plutôt que des avancées humaines. Mais quoi qu'il en soit, on sait que du côté du Haut-Karabakh, ils peuvent compter sur un pays comme l'Arménie, avec une diaspora nombreuse et surtout très active. On va probablement en reparler et puis rester très attentif aux actions de solidarité qui ont déjà cours, tu l'as dit, et qui vont probablement s'organiser dans la durée, en espérant tout de même que ce conflit se dégonfle le plus vite possible, en pensant bien entendu à toutes les personnes déplacées et à toutes les victimes du conflit. Effectivement, on espère. Il y a eu un rassemblement hier du côté arménien et un rassemblement aujourd'hui à Berne organisé par des Azéris. Très bien. Donc on est vraiment dans une guerre d'information, dans aussi partout dans les deux diasporas en fait, quoi. Ouais. Eh bien, je te remercie beaucoup, Anaïs. Merci d'avoir abordé cette question. Et puis, on reviendra vers toi un petit peu plus loin pour, en espérant que des bonnes nouvelles surgissent. Merci. On espère. Merci.